Nous allons commencer ce webinaire sur le thème de l'IA et de la durabilité. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement d'être venus sur l'heure du midi pour cette présentation. Donc, c'est un thème qui est à la fois d'actualité, à la fois structurant pour les années à venir. Donc, comment va s'organiser la présentation? Nous allons tout d'abord faire une petite présentation de contexte, parler de l'Institut. Puis, nous allons avoir une intervention de Mathieu de la startup Valueco, qui travaille sur les sujets donc, de durabilité et de ESG. Élise qui donc, va donner un point de vue de chercheur, chercheuse sur le sujet. Et puis, nous aurons pour finir l'intervention de deux consultants, mais également étudiants de l'école. Nous finirons par les questions. Donc, nous sommes très intéressés par vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité sur Livestorm. Donc, quelques éléments de contexte pour commencer, puis une présentation de l'Institut. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, pour commencer? Donc, c'est un concept qui n'est pas évident à définir. Donc, le centre de recherche de l'Union européenne qui travaille sur ces sujets-là, notamment dans une optique de régulation, s'est essayé en fait à regrouper toutes les définitions, soit officielles, soit académiques, qui existent, et à en dégager les principaux traits communs. Quels sont les principaux traits communs que l'on peut distinguer? Tout d'abord, une perception de l'environnement. Donc, le fait que ce sont des technologies qui sont en mesure de percevoir l'environnement qui les entoure, capacité de cette technologie à traiter l'information, une capacité de prise de décision de manière autonome. Et donc ça, on va notamment penser aux technologies qui sont derrière les voitures autonomes, donc qui sont à la fois en mesure de collecter des données sur l'environnement, d'analyser ces données. Et donc, le dernier élément dans la définition, c'est l'atteinte d'objectifs spécifiques. Donc, ce qui nous amène justement à la citation de Cédric Villani, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas intelligent, dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne dispose pas de capacités cognitives similaires à ceux d'êtres humains. Notamment, l'intelligence artificielle a une incapacité forte à en fait contextualiser les tâches qu'elle est en train d'accomplir. Donc ça, c'est la distinction qui est assez importante entre ce qu'on appelle l'IA forte et l'IA faible. L'IA forte, c'est celle dont on parle un petit peu dans la science-fiction, hein, et celle qui fait peur aujourd'hui. C'est une IA qui aurait des capacités cognitives proches de l'être humain, similaires, voire supérieures. Et l'IA faible, c'est l'IA dont nous allons parler aujourd'hui, qui est une IA qui peut se concentrer, qui n'est en mesure que d'accomplir un certain nombre de tâches bien spécifiques. Donc, à l'intérieur de ce domaine de l'intelligence artificielle, on a ce qu'on appelle le machine learning. Le machine learning, en français, c'est l'apprentissage automatique. C'est un champ d'études qui, en fait, a comme but de permettre aux machines d'apprendre en utilisant des données. Alors, à l'intérieur de ce champ du machine learning, on a des algorithmes qui vont s'inspirer en fait du fonctionnement du cerveau humain. C'est ceux qu'on appelle, tout ce qu'on appelle les neural networks ou les réseaux de neurones. À l'intérieur de ces réseaux de neurones, on a ce qu'on appelle l'apprentissage profond qui va utiliser plusieurs couches de réseaux de neurones. Alors, qu'est-ce qui explique l'avènement, la croissance très forte du secteur de l'IA dans les dernières années? Donc, selon Fondapol, il y a plusieurs explications. La première explication, c'est qu'on a en fait une quantité de données croissante. Donc, l'accès aux données, la capacité de stockage et la capacité d'utiliser ces données pour entraîner des algorithmes est bien plus importante qu'elle ne l'a été par le passé. Il y a un développement également de ces fameux algorithmes de neural networks, de réseaux de neurones. Et pour terminer, il y a une raison de coût aussi qui est la baisse des coûts des processeurs.
Alors, ayant conscience évidemment de l'impact que risque d'avoir l'IA pour les années à venir sur notre économie, le gouvernement a missionné Cédric Villani pour produire un rapport qui a été présenté en mars 2018, qui a amené à la définition d'une stratégie nationale pour l'IA. Donc un élément qui va être intéressant pour nous ici, c'est le développement. L'un des objectifs de cette stratégie nationale est de développer un écosystème de talents. Donc évidemment, une des matières premières importantes de l'IA, c'est la matière grise. Donc l'idée de ce plan, au-delà de déployer, de développer un écosystème de talents, diffuser l'IA, c'est également d'allouer des fonds. Donc, une partie des fonds a déjà été allouée, notamment pour la formation. Donc, pour en venir à l'aspect durabilité de l'IA, donc des chercheurs du MIT sont intéressés à l'impact en termes d'émissions de CO2. Donc, le principal impact de l'IA est un impact en termes d'émissions de CO2, de carbone. Donc, ce qu'ils ont pu constater, donc là, à gauche, vous avez un ordre de grandeur, c'est que l'entraînement d'un modèle d'IA, ça représente à peu près 5 fois la construction et l'utilisation d'un véhicule en termes d'émissions de CO2. Alors, il faut évidemment nuancer ces données-là, c'est-à-dire que l'IA utilise comme énergie, comme intrant principal l'électricité. Tout va dépendre de la manière dont vous produisez l'électricité. Si votre mix énergétique est dépendant d'énergie fossile, l'empreinte carbone de l'entraînement du modèle va être plus importante que dans des pays où l'électricité est produite de manière décarbonée. On peut citer la France, quand on regarde le graphique de droite, la France produisant son électricité en grande partie par le nucléaire, eh bien, l'entraînement des modèles a un impact plus faible en termes de CO2. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude-là, c'est que l'impact va être variable, évidemment, suivant les périodes, parce que le mix énergétique, lui aussi, est variable d'une période à une autre. Donc, en contrepartie de ces émissions, donc de ces émissions supplémentaires que vont produire les modèles d'IA, l'entraînement des modèles d'IA, eh bien, il y a un certain nombre d'applications de l'IA qui vont permettre de découpler croissance et émissions de CO2. Donc, selon ce rapport de PricewaterhouseCoopers, on s'attend pour l'Europe à une croissance supplémentaire grâce à l'IA d'environ 5%, contre une baisse d'émissions, encore une fois, grâce à l'IA, d'environ 5%. Alors, cela s'explique par une baisse d'intensité carbone de l'économie et par un accroissement de l'efficience énergétique. Alors, je vais tout de suite en venir à quelques exemples. On peut parler par exemple de Carbon Tracker, qui va coupler de l'imagerie satellite et du traitement de données en deep learning pour en fait observer des centrales à charbon autour du monde, comparer en fait les émissions réelles, les émissions observées par les imageries satellites et les émissions annoncées par les propriétaires des centrales. Vous avez aussi le cas de DeepMind AI qui va optimiser, qui est allé optimiser un parc éolien de 700 mégawatts aux États-Unis. Alors, ce qu'ils ont surtout permis, c'est en fait d'augmenter la prévisibilité de la production d'électricité du parc. Donc, en termes de recherche, donc, on voit bien qu'il y a une question d'enjeu social, sociétal, sur lequel, évidemment, nous, en tant que chercheurs, on va s'intéresser. Donc, l'intérêt de l'Institut provient de là, dans un premier sujet de société qui convient de traiter. Par ailleurs, il y a une réalité en termes de recherche. Le nombre de papiers produits sur ce thème, si on regarde les données Web of Science, augmente, que ce soit en termes de volume, mais aussi en termes d'impact, quand on mesure cela par le nombre de citations par papier. Donc évidemment,
il est important que l'école se positionne sur ces sujets, étant un sujet en termes académiques qui est en plein développement. Alors les principaux objectifs de l'Institut AI for Sustainability seront de faciliter une recherche pluridisciplinaire sur le sujet, d'accompagner les objectifs d'internationalisation de l'école, en faisant évidemment venir des enseignants de l'étranger, des intervenants de l'étranger, de créer un pôle d'expertise qui va nous permettre d'alimenter en fait les contenus de cours, et pour terminer, de créer des synergies avec les autres instituts. C'est assez important de dire qu'il y a aussi une part du rôle de l'Institut qui est de travailler main dans la main avec les autres instituts de l'ESCA. Donc, dans l'optique d'atteindre ces objectifs, nous avons constitué un premier comité de pilotage qui reflète à la fois la diversité en termes de discipline et de CV des membres. Donc, on peut parler, par exemple, de Matthew Weaver, qui travaille sur l'IA au Luxembourg. Mathieu Joubrel, qui va faire sa présentation aujourd'hui. Donc, je ne le présente pas deux fois. Et également, évidemment, des enseignants de l'école, comme Alice Crépin, qui a évidemment déjà publié sur ce sujet. On peut parler de Laurent Hinard, donc, qui est associé au sein du cabinet Mazars et qui a créé en fait une business unit dédiée à l'IA. Mathieu Scordia, qui est le premier salarié de Dataiku, donc qui est une licorne française dans le domaine des sciences des données. Yann Truong, qui vous a été présenté récemment et qui va développer, entre autres, une formation sur ce sujet. Donc, Élise, qui est une chercheuse qui a un track record dans le domaine de l'IA qui n'est plus à prouver. Philippe, de notre faculté, et qui est également qui est donc responsable du groupe de recherche SEIB et qui va devenir responsable de département. Jean-Robert, qui a également un track record assez développé sur ce sujet. Et donc, encore une fois, toujours dans cette optique d'interdisciplinarité, des enseignants provenant de différents domaines, le marketing, les sciences humaines, le HR, le HRM, la finance. Évidemment, n'hésitez pas à venir vers moi si vous êtes intéressé pour rejoindre l'Institut, travailler sur ces sujets, continuer évidemment à développer une expertise en interne sur l'IA et la durabilité, évidemment. Ça, c'est évidemment comme tout institut de l'ESCA, il appartient à la faculté. Pour terminer, donc moi je serai le directeur de l'Institut et je voulais aussi en profiter pour parler d'un ouvrage sur lequel nous avons travaillé avec beaucoup de membres qui va être publié au mois de juillet sur l'évaluation et la durabilité.